Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre premier webinaire d'une série de 3 consacrés à la question des points d'attention et l'essentiel des contrats commerciaux et plus particulièrement des contrats commerciaux internationaux. Avant d'aller plus en détail dans ce sujet, quelques petits points pratiques. Premièrement, vous avez la possibilité donc de télécharger la présentation et les slides en cliquant en haut à droite. Il y a un petit under Handout. Vous allez retrouver donc la présentation. Donc ça, c'est le premier aspect pratique. Deuxième aspect pratique, à la fin de la présentation, vous recevrez un certificat, une attestation de présence que vous pourrez ensuite remettre éventuellement à l'Institut des juristes de l'entreprise ou autre organisation pour laquelle vous devez suivre une formation. Et enfin, dernier aspect pratique, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez bien entendu le droit de les poser et vous pouvez les poser via la fonction chat qui se trouve donc en bas, si je ne me trompe pas. En fonction des questions, on vous y répondra ou à la fin de la présentation ou après la présentation par écrit. Donc, entrons à présent dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, nous avons décidé d'organiser en cette fin d'année une série de 3 webinaires sur l'essentiel des contrats commerciaux internationaux. 3 webinaires d'une durée chacun de plus ou moins 30-40 minutes pour vous aider à mieux rédiger, mieux revoir des contrats commerciaux. Vous êtes peut-être en train de finaliser justement des contrats importants avant la fin de l'année ou vous savez qu'en janvier, vous allez recommencer la négociation de contrats commerciaux importants. Donc, ce sont des points maintenant. Le but de ces 3 webinaires est de créer davantage de réflexes et faire en sorte que vos prochains contrats soient les plus efficaces et les plus sûrs possibles et vous aident dans la gestion des contrats et de votre entreprise. Donc, le premier webinaire est consacré à la question du droit applicable qui est évidemment essentiel dans le cadre de relations internationales et nous verrons également quelques contrats particuliers, essentiellement des contrats de distribution avec les spécificités de chacun d'entre eux. Ensuite, le deuxième webinaire qui sera donné par mon collègue Samuel Delcominette aura lieu le 3 décembre et traitera de la question des conditions générales et plus particulièrement toute la question toujours premièrement de l'opposabilité des conditions générales, éventuellement de la Battles of Forms. Et à côté de la question de l'opposabilité des conditions générales, il y a évidemment ensuite la question de la validité des conditions générales et plus particulièrement des clauses de ces conditions et dans le cadre de la nouvelle législation en matière de B2B pour laquelle vous avez peut-être déjà suivi certains de nos webinaires et vous savez qu'il importe de revoir et de reformuler peut-être certaines clauses qui ne sont plus valides aujourd'hui. Et le troisième webinaire sera donné le 17 décembre, donc juste avant la période de Noël, par mon collègue Adrien Willox, qui lui traitera plutôt de certains problèmes pratiques et de questions contractuelles, tout ce qui est clause de responsabilité, force majeure, qui sont évidemment des clauses essentielles en cette période de Covid, par exemple. Alors, aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, on va traiter de la question de droit applicable et puis ensuite de certains contrats commerciaux et plus particulièrement des contrats de distribution. Petite introduction, pourquoi est-ce que nous avons donc décidé de traiter cette question aujourd'hui? Et voilà, il y a différentes questions, même si d'une certaine manière, on a tendance peut-être à maintenant vouloir retourner pour certaines choses vers du local ou en tout cas
une étiquette européenne, on voit quand même bien qu'on est toujours fort dans du commerce international et qu'on a souvent, dans le cadre de relations commerciales, des contacts, des partenariats qui se font avec d'autres États membres ou même des pays situés en dehors évidemment de l'Europe et même avec le UK qui sort définitivement de l'Europe et ça a un impact également sur vos relations commerciales. Si vous entrez dans des relations contractuelles internationales, ça a évidemment un impact sur la manière dont le contrat risque d'être rédigé et surtout va se poser la question de quel va être le droit applicable à cette relation commerciale. Et entre un pays civiliste, par exemple, et un pays de common law, il peut y avoir de grandes différences, mais même entre deux pays civilistes, les droits peuvent fortement varier d'un État à un autre, donc c'est vraiment important de savoir dès le début à quel droit sera soumis la relation contractuelle. Ensuite, autre point d'attention quand vous allez entrer dans une relation commerciale et qui fait qu'aujourd'hui c'est important de rappeler éventuellement les différentes formules qui existent, c'est qu'il y a différentes formes de mécanismes contractuels qui existent et on voit bien par exemple qu'en matière de distribution, il y a différentes manières de distribuer. Vous pouvez le faire via des systèmes de franchise, des systèmes de concession, travailler avec des agents, des courtiers et en fonction donc, de la formule et du mécanisme que vous choisissez, les droits et les obligations des parties seront différentes. Donc, c'est bien d'être habitué et de savoir quelles sont les différences entre chacun de ces mécanismes pour ensuite opter pour le meilleur mécanisme pour son propre business. Et dernier point, évidemment, d'attention, oui, comme vous vous en doutez, c'est assez logique, c'est évidemment important de bien réfléchir et de bien rédiger ces contrats puisque ça offre une protection et une sécurité juridique à l'entreprise, d'où l'importance d'avoir une saine gestion de ces contrats et qu'elle soit faite de manière assez efficace au sein de l'entreprise pour permettre au business de tourner et de ne pas être trop impliqué dans des questions juridiques ou des litiges. Alors, premier gros sujet d'aujourd'hui, donc la question du droit applicable. Dans le cadre d'une relation donc internationale, quel est le droit qui va s'appliquer à votre contrat? Par rapport à ça, il y a deux options, j'ai envie de dire. D'une part, les parties choisissent quel va être le droit applicable à leur relation contractuelle ou les parties ne règlent pas la question contractuellement et dans ce cas-là, donc, ce sont différentes réglementations qui trouveront à s'appliquer. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit, la première option est celle qui, évidemment, dans un sens, la plus sûre d'un point de vue juridique, c'est d'essayer donc de régler la question contractuellement et de faire en sorte qu'il y ait une rencontre de volonté entre les différentes parties au contrat pour se mettre d'accord sur le droit applicable et donc de prévoir une clause de droit applicable dans le contrat ou dans les conditions générales. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est ou dans l'hypothèse où les parties n'ont pas envisagé de régler la question, ou alors les parties ont envisagé de régler la question contractuellement, mais il y avait un tel désaccord entre les parties, puisque par exemple, chacune d'entre elles voulait imposer son propre droit. Il n'y a pas de clause donc, qui se retrouve dans le contrat ou dans les conditions générales, et donc on retombe sur la réglementation. Et qu'est-ce que prévoit la réglementation? Quand on se retrouve entre deux entités qui sont situées au sein de l'Union européenne, il faut alors prendre comme instrument juridique le règlement Rome 1 relatif donc aux droits applicables en matière d'obligations contractuelles et plus particulièrement tout ce qui concerne les matières civiles et commerciales. Et ce règlement prévoit
Donc, d'abord que normalement, la règle, c'est que les parties choisissent le droit qui est applicable, mais à défaut de prévoir le droit qui est applicable, en fonction du type de relation, il y a différentes dispositions qui prévoient quel sera le droit applicable. Dans le cadre d'une relation d'achat-vente, on considère que c'est la loi du lieu de résidence principale du vendeur qui va s'appliquer. Dans le cadre d'un contrat de prestation de service, c'est la même règle qui s'applique d'une certaine manière, donc c'est la loi du lieu de résidence principale du prestataire de service qui va trouver à s'appliquer. Dans le cadre d'un contrat de distribution, celle d'un distributeur. Dans le cadre d'un contrat de franchise, celui du franchisé. Qu'est-ce qu'on entend par résidence habituelle? Si on est face à une société, ce sera le lieu de son administration centrale. Et si on est face à une personne physique, alors dans ce cas-là, ce sera le lieu de sa résidence principale. Quand on n'est pas dans des relations au sein de l'Union européenne, donc ce règlement ne trouve pas à s'appliquer. Et donc, on va aller voir au niveau du Code de droit international privé belge. Et dans ce cas-là, on voit bien que dans ce code, au final, ce sont les mêmes règles qui trouvent à s'appliquer qu'au sein du règlement Rome 1. Point évidemment essentiel aussi à mentionner par rapport à ce règlement Rome 1, c'est que même si normalement les parties ont le droit et qu'on les pousse à choisir quel est normalement le droit applicable à la relation, le règlement prévoit que les lois de police l'emportent toujours et que s'il y a des lois de police dans un pays, ce seront ces lois-là qui devront être appliquées par le juge et c'est elles qui vont donc primer. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention qui fait que ce n'est pas nécessairement suffisant de prévoir un autre droit parce que le juge a la possibilité, donc sur base de l'article 9 du règlement Rome 1, par exemple, de dire que d'autres dispositions trouveront à s'appliquer parce qu'il s'agit de lois de police. Quand on parle de droit applicable, il y a un autre point important à mentionner et il s'agit de la Convention de Vienne sur la vente internationale. Alors, il s'agit d'une convention internationale dont de nombreux États, plus de 60, même 80 si je ne me trompe pas, ont ratifié cette convention. Elle s'applique dans le cadre de la vente de biens meubles entre commerçants, entre professionnels. Donc ça, c'est qui sont établis donc dans les États qui ont ratifié cette convention, dont la Belgique. Il faut savoir donc que cette convention s'intègre au sein du droit belge et prime même le droit belge dans ce cas-là. Elle le complète. Vous avez la possibilité, si vous ne voulez pas que cette convention s'applique et que vous avez prévu dans votre contrat que le droit belge est applicable pour tout litige relatif au contrat, si vous ne voulez pas que la convention de Vienne s'applique, il faut le mentionner explicitement dans votre disposition relative au droit applicable. Il faut prévoir l'exclusion. Si vous ne le prévoyez pas, la convention s'appliquera. Alors, qu'est-ce que cette convention de Vienne règle? Elle règle, comme vous l'aurez compris, toute une série de questions relatives à la vente de biens meubles et surtout des questions en matière de qualité, de conformité des produits, de délai dans lequel signaler la non-conformité des produits, des questions également par rapport au paiement, mais elle ne règle pas toutes les questions non plus. Donc, si elle ne règle pas certaines questions, on retombe alors sur le droit commun belge, comme par exemple la question de la propriété et du transfert de la propriété. Alors, par rapport à cette convention de Vienne, se pose la question, est-ce que oui ou non, je vais éventuellement prévoir une exclusion ou pas dans ma clause d'élection de port?
Pourquoi est-ce qu'elle peut être intéressante? Parce que ce qui est prévu dedans est commun donc, à tous les pays qui l'ont ratifié. Donc, ça peut être utile, évidemment, comme base commune pour régler toute une série de questions. Par contre, ce qui est évidemment important à savoir, c'est que la plupart de ces dispositions sont favorables aux vendeurs. Et donc, si vous êtes dans une position d'acheteur, dans ce cas-là, on vous conseille plutôt d'exclure la Convention internationale de Vienne si jamais vous visiez un droit applicable qui a ratifié donc cette convention. On en vient maintenant donc au deuxième sujet de ces webinaires, à savoir donc certains contrats particuliers et donc certains contrats de distribution. Nous allons parler d'agences commerciales, de concessions de vente, d'accords de partenariat commercial et donc essentiellement de contrats de franchise et enfin contrats de distribution plus général et nommé et donc le droit commun. Venons-en donc maintenant au contrat d'agence. Alors, qu'est-ce qu'un agent commercial? Il s'agit évidemment d'un concept qui n'est pas nouveau, mais ce qui est toujours important à retenir quand on parle d'agence commerciale, c'est que c'est donc une personne qui va donc négocier avec différents prospects, clients, avec pour objectif de leur faire conclure un contrat avec leur commettant. Donc, il va agir au nom et pour le compte d'un commettant. Donc, l'agent en tant que tel ne prend pas de risque. C'est un intermédiaire entre un prospect et donc le commettant. Ce qui est important de noter par rapport à ce concept d'agent commercial, c'est qu'il n'y a évidemment pas de relation d'autorité entre un agent et un commettant. On est dans une relation entre deux personnes totalement indépendantes. Donc, ce n'est pas un représentant commercial, par exemple. Non, c'est un concept différent. Il n'empêche que ce dernier doit quand même agir conformément aux lignes directrices du commettant, bien entendu, et doit agir de manière loyale et de bonne foi vis-à-vis du commettant, mais ce n'est pas pour autant qu'il est dans une relation d'autorité avec le commettant. Il faut que ce soit une relation qui ait une certaine durée, donc qui soit permanente. Ce n'est pas pour autant que ça doit être quelque chose d'exclusif, non, ça peut être quelque chose d'accessoire aussi, donc ça peut être une activité accessoire pour l'agent, mais il ne faut pas que ça n'ait lieu que de manière unique, non, il faut quelque chose donc dans la durée. Ça, c'est un autre critère important et il faut que l'agent donc soit donc rémunéré pour son apport de clients et le fait donc qu'il est permis d'aller vers la conclusion de plusieurs contrats commerciaux. Alors, le contrat d'agence commerciale, il y a une législation européenne qui existe, qui n'est pas toute jeune, qui a presque mon âge, pour tout dire, et donc qui a prévu donc, depuis 1986 au niveau européen des règles communes en matière d'agence commerciale. Il s'agit d'une harmonisation minimale, ce qui fait qu'il y avait quand même une marge qui était laissée aux différents États membres et qui fait que certains États membres ont été plus loin que d'autres. Et à titre d'exemple, le droit français va plus loin et protège davantage l'agent que le droit belge. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une relation d'agence et que vous hésitez, par exemple, entre le droit belge et le droit français en fonction de où sont situées les parties, si vous êtes l'agent, vous avez plutôt intérêt à vouloir le soumettre au droit français. Par contre, si vous êtes le commettant, vous aurez plutôt intérêt à le soumettre au droit belge. Donc, voilà pour ce qu'il en est de la législation qui, s'agissant d'une directive, a été transposée donc en droit belge et se retrouve maintenant
au sein du Code de droit économique et plus particulièrement au sein du livre 10. Alors, quelles sont les particularités et qu'est-ce qui est réglé justement par cette législation? Premier point d'attention, ce qui est réglé donc, dans ce code de droit économique sont des dispositions impératives. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains points sur lesquels les parties ne vont pas pouvoir déroger contractuellement, comme on va le voir, mais ce ne sont pas des dispositions d'ordre public pour autant, et donc ce sera à la partie faible d'en invoquer le respect si tel n'est pas le cas. Première question et premier point que l'on retrouve par rapport aux dispositions, ce sont des dispositions qui touchent tant, je dirais, à l'exécution du contrat qu'à la fin du contrat. En matière d'agence commerciale, le premier point, c'est la question de la durée, où on dit clairement qu'un contrat d'agence commerciale peut être à durée déterminée ou indéterminée, et que si un contrat était à durée déterminée, mais qu'il est prolongé au-delà de l'échéance, on va considérer qu'il était à durée indéterminée à partir du moment de la conclusion du contrat. Autre disposition en matière de commission de l'agent. Par rapport à ça, on dit que les commissions peuvent être fixes ou variables, donc différents ou même un mixte des deux. Il faudra prévoir clairement ce qu'il en est du montant, la manière dont c'est calculé, quand est-ce qu'elles peuvent être exigées, et également que la prescription est assez courte pour réclamer les commissions. Donc, tout cela est réglé par le Code de droit économique. Ensuite, autre disposition très importante en matière d'agence commerciale, et par rapport à celle-là, il importe effectivement, si vous y dérogez contractuellement, ce ne sera pas valide, donc ça ne sert à rien de le faire déjà dans le contrat. Par rapport à la durée du préavis et l'indemnité compensatoire de préavis qui trouverait à s'appliquer si vous êtes dans le cadre d'une relation à durée indéterminée ou si vous êtes dans le cadre d'une durée déterminée mais que vous n'allez pas jusqu'à l'échéance. Ce qui est important à noter par rapport à la résiliation d'un contrat d'agence commerciale, c'est qu'il y a un certain formalisme à respecter. Et donc, quand vous le notifiez, vous devez le faire évidemment par écrit, indiquer la date de début et de fin du préavis, et très clairement, et vous devez faire en sorte ou de le donner de la main à la main, ou de le faire via un huissier, ou de vous assurer vraiment de la bonne réception de cette notification de la résiliation et du préavis. Le Code de droit économique prévoit que si le contrat est résilié la première année, il y a 1 mois de préavis à donner, et par année supplémentaire, 1 mois supplémentaire, avec un maximum de 6 mois de préavis. Si le contrat est résilié suite à un manquement grave de l'agent, il y a des conditions également très strictes à respecter si on veut pouvoir donc invoquer cela. L'avantage d'invoquer des manquements graves, c'est évidemment que vous ne devez pas payer en tant que commettant d'indemnité compensatoire de préavis, ni d'indemnité d'éviction ou de plus-value de clientèle. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment que vous soyez face à un vrai manquement grave et que vous respectiez bien les 2 délais de 7 jours qui sont prévus par la loi. Un premier délai qui fait que vous devez notifier la résiliation dans les 7 jours suivant la connaissance du manquement grave, et un deuxième délai de 7 jours dans lequel vous devez expliquer quel est le manquement grave qui fait que vous ne pouvez plus poursuivre la relation. Si vous ne respectez pas ces 2 délais stricts, alors dans ce cas-là, vous risquez d'être condamné à payer
une indemnité compensatoire de préavis et éventuellement une indemnité d'éviction. Alors, on en vient justement à l'indemnité d'éviction qui est due en cas d'apport de nouveaux clients, de développement des affaires et qui vont rester auprès du commettant à la fin de la relation. S'il y a une clause de non-concurrence dans le contrat, il y aura une présomption d'apport de clientèle et donc ce sera au commettant à démontrer qu'il n'y en a pas, c'est lui qui aura la charge de la preuve. Et ce montant sera évalué sur une série de critères et aura un montant maximum d'1 an de rémunération. On en vient au deuxième type de contrat, le contrat de concession de vente exclusive. Ici, la grosse différence, c'est qu'il y a une prise de risque dans le chef, donc du concessionnaire, du distributeur, qui va agir en son propre nom et pour son propre compte par rapport à la distribution des produits et des services. À l'inverse du contrat d'agence commerciale, il n'existe pas de directive ou de règlement européen en matière de distribution et de concession exclusive de vente. Et donc, il faut regarder dans le droit national ce qui existe. Par contre, comme je vous l'ai dit tantôt, Rome 1 prévoit que le droit qui sera applicable dans une telle relation sera le droit de la résidence habituelle du distributeur et donc du concessionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est en droit belge? Alors, le législateur belge, depuis 1971, et maintenant donc dans le Code de droit économique, a prévu une série de dispositions impératives qui sont très protectrices du distributeur. C'est vraiment en Europe un des systèmes les plus protecteurs des distributeurs et qui fait qu'on essaye toujours d'éviter l'application des dispositions belges, mais qui n'est pas toujours malheureusement possible en pratique. Mais dans quel cas en fait trouve à s'appliquer ce système favorable aux distributeurs? C'est quand on est dans le cadre d'une concession exclusive de vente à durée indéterminée. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut une concession exclusive. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas nécessairement une exclusivité mentionnée par écrit dans un contrat. Non, non, ça peut évidemment ressortir des faits. Ça peut ressortir parce qu'on est répertorié comme importateur officiel sur un certain site Internet. Ça peut être aussi une quasi-exclusivité. Donc, si vous avez 80% pour un tel produit et 20% pour un autre, ça peut être aussi considéré déjà comme une exclusivité et vous pouvez tomber dans le champ d'application de ces règles. Et troisième cas de figure dans lequel on considère qu'il y a également exclusivité, c'est quand il y a des obligations qui sont importantes à charge du distributeur et donc que ce dernier doit faire de nombreux investissements pour promouvoir la marque, par exemple. Dans ce cas-là, on va considérer qu'il y a aussi exclusivité et qu'il pourra bénéficier de ce régime favorable. Comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit une concession à durée indéterminée, mais le législateur a prévu qu'au-delà de 2 renouvellements d'un contrat à durée déterminée, on tombait dans le cadre d'une relation à durée indéterminée pour éviter des problèmes. Et enfin, dernier point très important, il y a une autolimitation du champ d'application. Toutes ces règles qu'on va voir maintenant et qui sont favorables aux distributeurs ne s'appliquent qu'à la partie belge de la concession. Donc, si vous êtes distributeur dans différents pays, ce système ne vaudra que pour la partie belge, sauf si dans le contrat, vous avez expressément convenu que le livre 10, titre 3 s'appliquerait à l'ensemble de la relation. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant en tant que distributeur en Belgique d'être soumis à cette législation? C'est parce qu'il y a une obligation, en cas, donc ça ne s'applique que pour tout ce qui est résiliation unilatérale du contrat de concession. Et dans ce cas-là, le distributeur aura droit à une indemnité de préavis ou à un préavis
basé sur l'équité, mais qui sera quand même relativement long. On va essayer de remettre d'une certaine manière la personne dans une situation, lui laisser le temps de pouvoir retrouver une autre concession. Et elle aura éventuellement droit également à une indemnité de plus-value de clientèle, à l'instar de l'agent et de l'indemnité d'éviction, et d'autres indemnités de dédit ou autres, si elle a dû licencier du personnel ou si elle avait fait de gros investissements juste avant la fin de la relation, le distributeur pourrait être également indemnisé pour cela. Alors, petite question maintenant pour vous, pour voir si vous avez bien suivi jusqu'à présent. Les dispositions impératives en matière de concession sont applicables à tout le territoire de la concession, à la partie belge de la concession, à la partie située à l'étranger, ou est-ce que la question du territoire n'est pas pertinente pour que les dispositions impératives trouvent à s'appliquer? Voilà. Alors, on en vient maintenant à la question et à l'analyse des accords de partenariat commerciaux qui, comme je vous l'ai dit, visent essentiellement la figure de la franchise, mais qui peuvent éventuellement viser d'autres accords également. Les législations en rapport avec les accords de partenariat commerciaux définissent d'ailleurs cet accord comme une personne qui octroie à une autre le droit d'utiliser une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes: une enseigne commune, un nom commercial commun, un transfert de savoir-faire ou une analyse commerciale ou technique. Alors, en matière d'accord de partenariat commercial, donc il y a des dispositions qui se trouvent également dans le Code de droit économique et qui ici ne régissent pas la résiliation ni l'exécution ou la vie du contrat, mais qui régissent la phase précontractuelle du contrat. Donc, ce sont des obligations en matière d'information précontractuelle et qui trouvent à s'appliquer quand l'activité principale de la personne qui acquiert les droits est exercée en Belgique. Et donc, quand on est dans cette hypothèse-là, donc dans le cas du franchisé qui est par exemple situé sur le territoire belge, avant d'entrer dans la relation contractuelle, le franchiseur va devoir lui communiquer une série d'informations telles que, d'une part, un projet de contrat et d'autre part, un document d'information contractuelle qui résume les obligations principales du contrat et donne des informations générales sur le réseau. Laisser un temps de réflexion d'1 mois au candidat franchisé et ensuite seulement conclure le contrat et éventuellement procéder à certains paiements comme droits d'entrée et autres. En cas de non-respect de ces obligations, le franchisé aura le droit de réclamer l'annulité du contrat pendant 2 ans ou de certaines clauses contractuelles, et ce, pendant une période bien plus longue. Donc, c'est un formalisme qui peut paraître assez lourd, mais qui est assez important au vu des potentielles sanctions. Et enfin, les contrats de distribution innommés. Donc, ce sont des contrats qui ne répondent pas aux 3 types de contrats dont je vous ai parlé. Des contrats cadres de coopération, des conventions d'achat-vente. Et dans ce cas-là, ce sont les règles de droit commun, le code civil qui vont trouver à s'appliquer pour régir la relation. Dernier point donc pour aujourd'hui. Pour résumer, donc, quels sont les avantages et les inconvénients, on va dire, de ces contrats dits protégés, car, comme vous l'avez vu, ils contiennent des dispositions impératives qui font qu'on ne peut pas y déroger et les contourner facilement contractuellement. Les avantages, évidemment, c'est quand on est la partie faible, on est protégé, ça offre une certaine sécurité, donc on aura tendance à vouloir s'y accrocher.
Ce n'est pas parce que vous allez qualifier votre contrat autrement que ça ne va pas s'appliquer, puisqu'il va y avoir une analyse factuelle de la relation qui va être faite le cas échéant par le juge, et donc elle pourrait trouver à s'appliquer. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas y déroger facilement, donc il y a moins de flexibilité contractuelle, vu que vous ne pouvez pas régler toutes les questions déjà par écrit, mais qu'il faudra attendre la fin de la relation pour régler la question de la durée du préavis, par exemple, et ce qui ne sera pas nécessairement le meilleur moment, ou le montant de l'indemnisation non plus, moins de flexibilité, puisque tout ça est déjà prévu dans la loi. Voilà, on a fait donc le tour des questions, droit applicable, contrat de distribution. C'est ainsi que se termine ce premier webinaire, donc d'une série de 3. Je vous invite vivement, évidemment, à participer aux autres webinaires. Pour les dates, je vous invite à revoir les slides. Ils ont lieu tous les deux en décembre. Et donc, ce sera vraiment l'occasion pour vous d'acquérir davantage de réflexes et de rédiger au mieux vos contrats. Je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir.